Hey, salut à toi qui passe par ici. Aujourd'hui, je t'embarque dans une histoire pas comme les autres, un vrai thriller version Vatican. Attention, c'est du lourd, Emanuela Orlandi. Si tu connais déjà un peu ce nom, tu sais que c'est la disparition qui fait flipper et cogiter l'Italie, et même le monde entier, depuis plus de 40 ans. Mystère, secret, combine et coups tordus, il y a de tout dans cette histoire. Une vraie salade russe. Alors serre-toi un café, ou autre chose, on ne juge pas, et installe-toi bien, parce qu'on va plonger dans un dossier aussi dingue que fascinant. Chapitre 1. Emanuela, la fille ordinaire du Vatican. Bon, plantons le décor. On est au début des années 1980. Emanuela Orlandi, c'est une ado de 15 ans, comme toi et moi à cet âge, enfin, presque. Sa famille vit littéralement dans l'enceinte du Vatican. Oui, pas juste à Rome, mais dans la cité papale elle-même, genre le quartier le plus chelou et le plus sécurisé du monde. Son père, Ercole Orlandi, bosse pour le Saint-Père, donc ça rigole pas à la maison, mais l'ambiance reste cool. Emanuela, c'est la petite dernière, 5 enfants dans la famille. Elle adore la musique, la flûte traversière surtout, et traîne avec ses potes dans Rome en mode normal. Tu vois, rien qui laissait prévoir qu'elle allait devenir le cœur d'une intrigue internationale. Et pourtant... Chapitre 2, le jour où tout bascule. Bon, avoue, tu ne t'attendais pas à ce qu'une histoire dans les rues du Vatican démarre comme une après-midi banale. Donc, on avance. 22 juin 1983, il fait chaud à Rome. Emanuela, comme d'hab, attrape sa flûte traversière, balance un tas ce soir à la famille, sort pour son cours de musique en ville, et saute dans le bus comme d'habitude, la flûte sous le bras, sûrement à moitié stressée pour ses gammes. Elle envoie des textos à une pote. Bon, ok, à l'époque c'était des coups de fil et des papotages en vrai, mais t'as compris l'ambiance. Rien d'extraordinaire. Tout roule ou presque. Un détail banal, mais essentiel pour la suite de l'histoire est à retenir. Sur la route, un type un peu trop insistant l'accoste et lui sort un plan bizarre. Et, tu veux gagner pas mal de fric en tenant juste des prospectus pour une marque de cosmétiques? Il y aura un défilé, tu verras, c'est easy. Franchement, même en 1983, c'est chelou. Elle passe un coup de fil à sa sœur et lui raconte qu'un mec bizarre lui a proposé un job chelou. Distribuer des flyers pour une marque de cosmétiques bien payée, genre limite, trop beau pour être vrai. Elle en rigole avec sa sœur au téléphone. Tu crois que je devrais essayer? Sa sœur lui dit direct de rester méfiante, mais Emanuela, c'est une ado curieuse, et puis ce genre d'histoire, c'est flatteur aussi quand t'as 15 ans. Et c'est cette réaction qui va en quelque sorte signer son arrêt de mort. Après son cours de flûte, elle papote devant l'école avec une amie, probablement en train de refaire le monde et critiquer les profs. Décidément, cette habitude des filles ne date pas d'hier. Là, elle croise une autre fille qu'elle connaît à peine, puis s'approche d'un arrêt de bus hyper fréquenté. Il y a du monde, des scooters, la Dolce Vita. Et là, pouf, disparition totale. Plus personne ne la revoit. La famille commence à stresser, ils appellent l'écho, et la galère commence. La suite, c'est le classique engrenage. Elle ne rentre pas chez elle à l'heure, la famille flippe de plus en plus, appel à droite, appel à gauche, puis c'est la panique et la première virée au commissariat. Sauf que, tu vas voir, la police, elle, prend ça à la cool. C'est sûrement une fugue, elle va revenir. Autant dire que la réaction fait enrager les parents. Pendant que tout le monde fait du surplace, les heures passent, et plus personne n'a la moindre nouvelle d'Emanuela. C'est comme si elle s'était volatilisée. Ce soir-là, à Rome, personne ne le sait encore. Mais une des affaires les plus dingues d'Europe vient de commencer. Et ce n'est que le début des galères. Chapitre 3. Les premiers jours, le stress total et la foire aux fausses pistes. Alors là, c'est officiel. Ambiance apocalypse à la maison Orlandi. On connaît tout ce moment où, quand tu rentres pas à l'heure, tes parents commencent par râler, puis l'angoisse grimpe, surtout quand la nuit tombe et que t'as zéro nouvelle. Sauf que là, c'est pas un simple retard. C'est le blackout total. Les minutes deviennent des heures, puis la famille pète littéralement un câble. La police, franchement, niveau réactivité, c'est pas la NBA. Les agents débarquent en mode bof, c'est sûrement une fugue, elle va revenir. Sauf que personne, ni sa fratrie, ni ses potes, n'y croit une seconde. Emanuela, c'est pas le style à partir comme ça, parce que comme je vous l'avais dit au départ, chez les Orlandi, ça rigole pas. La famille imprime des affiches, fait le tour des magazines et va frapper à toutes les portes. Vatican, police romaine, tout le monde y passe. Très vite, le truc vire à la série à suspense. Des appels anonymes commencent à débarquer. Je l'ai vu à Rome, elle vit cachée sous un autre nom, ou encore des types mystérieux qui demandent une rançon ou posent des conditions what the fuck. Genre, à un moment, il y a un gars surnommé l'Américain qui appelle pour exiger la libération d'un mec ultra connu.
celui qui a voulu tuer le pape, rien que ça, en échange du retour d'Emanuela. Déjà, c'est n'importe quoi. Mais la police est obligée de vérifier chaque piste. Pendant ce temps-là, la famille résiste, Pietro, le frère d'Emanuela, commence à devenir la star des plateaux télé, et la ville de Rome ne parle plus que de ça. Des centaines, puis des milliers d'affiches « Avez-vous vu Emanuela ?» recouvrent tous les murs. Toute la ville est désormais en état d'alerte. Chapitre 4. Rome en mode détective, quand tout devient suspect. Là, laisse tomber. Toute l'Italie se transforme en Sherlock Holmes. Chacun y va de sa théorie. Et franchement, tu pourrais croire que c'est un film Netflix tellement ça part dans tous les sens. Les journaux, la télé, les voisins. Tout le monde veut savoir ce qui est arrivé à Emanuela. Première grosse piste, l'histoire du mec qui a tenté de buter le pape, Mehmet Ali Aka. Bizarrement, des gens appellent pour dire « Libérez Aka et on vous rend Emanuela ». Certains croient à un complot international, genre des espions, des services secrets, tout le bazar. D'autres balancent que la mafia italienne serait derrière tout ça. La Banda della Magliana, la team de gangsters à l'époque, aurait enlevé Emanuela pour mettre la pression sur le Vatican à cause de gros sous pas clairs. Argent sale, magouille de banque, ambiance, le parrain, version papale. Mais attends, c'est pas tout. Il y a même une rumeur noire sur des réseaux d'abus cachés dans le Vatican, genre des trucs qui font froid dans le dos, qu'on préfère pas trop imaginer. La ville bruise de murmures. Qui protège qui? Qui sait quoi? Est-ce qu'on nous cache tout depuis le début? En un rien de temps, la disparition d'Emanuela passe du fait divers à l'enquête du siècle. Et ça va secouer sérieusement le Vatican et toute la société italienne. Chapitre 5. La famille Orlandi, jamais KO. Tu crois que la famille va baisser les bras? Pas du tout, frérot, c'est tout l'inverse. Pietro, le frère d'Emanuela, devient carrément le symbole de la résistance. Il passe à la télé, organise des marches, colle des affiches partout, et ne rate aucune occasion de rappeler à tout le monde qu'Emanuela compte toujours, même des années après. Les Orlandi, c'est une famille soudée. Ils harcèlent le Vatican, ils relancent la justice, ils parlent aux journalistes, ils sont partout. Quand tu vois Pietro sur les plateaux, tu sens que le gars ne lâchera jamais, même face à tous les mystères et les silences lourds du Vatican. Et tu vas voir, plus l'affaire avance, plus ça devient fou. Rué sur les fausses pistes, le Vatican de plus en plus sous pression. Chapitre 6. Fausses pistes et coups de théâtre. Bienvenue dans le Grand Bazar. Sérieusement, c'est à se demander si on n'est pas dans une série à suspense écrite par les scénaristes de Casa de Papel ou Lupin. Parce qu'entre nous, niveau rebondissements improbables et fausses pistes à gogo, l'affaire Emanuela c'est level boss. Un jour, rumeur. Quelqu'un aurait vu une fille ressemblant à Emanuela bosser dans un magasin à Londres. Grosse agitation, enquête sur place, espoir. Résultat, c'est pas elle. Ensuite, régulièrement, on retrouve des ossements ici ou là, cachés dans une cave, enterrés dans un terrain vague, ou même quelque part sous le Vatican. À chaque alerte, la famille retient son souffle, les médias s'emballent, et à chaque fois, déception, ce n'est jamais Emanuela. On ne peut pas blâmer la famille d'espérer à chaque signalement, car au bout d'un moment, même le truc le plus improbable semble plausible, vu tout ce qu'ils subissent. Côté Vatican, il y a des silences vraiment gênants, genre on va étudier la question, ou aucune information pour l'instant. Et parfois des annonces graves cheloues, comme en 2019 quand un indice anonyme fait ouvrir 2 tombes dans un cimetière du Vatican, devant toutes les caméras d'Italie, pour y retrouver le vide total. Zéro squelette, rien, nada. Rajoute à ça les escrocs qui cherchent à se faire mousser et inventent des témoignages, les journalistes qui cherchent le scoop, et tu comprends pourquoi l'affaire n'avance pas d'un poil. Ce tourbillon de rumeurs, d'espoirs déçus et de faux rebondissements, il épuise tout le monde, mais pas la famille Orlandi. Ils s'accrochent, même si parfois ils se demandent franchement s'ils ne sont pas face à une machination trop grosse pour eux. Mais quitte à nager à contre-courant, ils lâchent rien. Chapitre 7. Vatican sous pression, l'omerta qui craque. Bon, là frérot, on entre dans la zone interdite. La pression médiatique est telle que même le Vatican commence à transpirer sous sa soutane. Pendant des décennies, l'Église a gardé une posture à la « non, non, rien à signaler, circuler, y a rien à voir ». Sauf que tu peux pas enterrer un mystère comme ça sans que tout le pays, puis toute l'Europe, se pose des questions. Surtout avec Pietro Orlandi, qui crie partout que le Vatican sait plus que ce qu'il raconte. Déjà, la famille Orlandi ne recule devant rien. Conférences de presse devant le Saint-Siège, interviews télé dans tous les sens, signe partout des pétitions, fait du brouillage 24. Pietro devient limite un personnage public, il connaît le prénom de chaque journaliste d'Italie et du coin. La famille met la pression, et ça finit par payer. Petit à petit, la société civile s'en mêle. Les Italiens, et même les curieux d'ailleurs, se passionnent à fond, il y a des manifs,
des pancartes avec la photo d'Emanuela partout dans Rome, sur les bus, les murs, même chez le barbier. La question commence à être posée à chaque pape. Mais alors, vous savez quoi vraiment? Et là, chaque fois, Vatican égale poker face. Pendant des années, la stratégie du Saint-Siège, c'était silence radio, version on prie pour Emanuela, mais on n'a rien à ajouter. Mais bon, à force de voir le mystère s'envenimer, ils montent des commissions internes, promettent d'ouvrir certains dossiers, puis referment tout aussitôt. Beaucoup d'Italiens rigolent jaune. C'est plus facile d'ouvrir la boîte de Pandore que les archives du Vatican. Mais la vraie bascule, c'est quand la série documentaire Netflix, Vatican Girl, débarque en 2022. Là, le monde entier se met à fond dessus. Toute une nouvelle génération découvre l'affaire, s'abuse sur Twitter, Insta, TikTok, et là, impossible pour le Vatican d'ignorer la tempête. Sous la pression populaire et internationale, le Saint-Siège est obligé de communiquer un peu plus. Ils acceptent, enfin, en 2023, de remettre des documents à la justice italienne. On sent qu'ils font un pas vers plus de transparence, ou en tout cas, ils essaient de calmer les critiques. Le pape François en parle même publiquement, c'est du jamais vu. Mais attention, la confiance n'est pas là. Tout le monde soupçonne encore des secrets enterrés sous la place Saint-Pierre et des dossiers bien gardés dans les coffres du Vatican. Beaucoup pensent qu'on ne saura jamais tout, même si ça chauffe de plus en plus au sommet. Mais une chose est sûre, le combat de la famille Orlandi a mis la lumière sur les zones d'ombre du Vatican, obligé tout le monde à regarder en face des vérités qui dérangent, et montrer que face à la machine la plus puissante du monde, même une famille ordinaire peut allumer un feu qui ne s'éteint pas. Chapitre 8. Dossier secret, révélation qui claque et une énigme éternelle. Bon, on va pas se mentir. Plus le temps passe, plus ce mystère vire à la légende urbaine. Chaque année, un nouveau témoin clé débarque, un ex-flic lâche une info en scred, ou un ancien du Vatican balance une rumeur qui fait trembler tout Rome. Mais à chaque fois, rien n'est vraiment béton. C'est à croire que cette affaire, c'est comme une série sans fin où les scénaristes changent les règles au dernier moment. Depuis que Netflix et Co. ont remis le feu, merci le documentaire qui a cartonné, la pression sur les autorités n'a jamais été aussi forte. Du coup, sous l'œil des médias du monde entier, le Vatican fait mine de s'ouvrir. Commission spéciale, promesses, soi-disant transparence. Ils balancent quelques dossiers à la justice italienne, histoire de prouver leur bonne foi. Mais la vérité, la plupart des docs, c'est du flou artistique. Il n'y a rien qui donne la clé du mystère, juste de quoi relancer le suspense. Ce qui rend tout ça ultra frustrant, c'est que plus on creuse, plus il y a de trappes secrètes. On découvre des histoires d'argent sale, de disparition d'autres jeunes filles dans la Rome des années 80, des liens bizarres entre certains membres du clergé et la mafia. À tel point que certains journalistes ont lâché cette histoire, c'est le Rubik's Cube du Vatican. Dès que tu alignes une face, le reste part en vrille. Malgré tout, le combat ne s'essouffle jamais vraiment. La famille Orlandi a réussi à faire ce que personne ne croyait possible, obliger une institution millénaire à au moins sortir de son mutisme. Mais à chaque avancée, on sent bien que c'est pas le jackpot. C'est plus pour mettre la pression, rassurer, esquiver, que pour livrer toute la vérité. 40 ans après, on en est où? Eh ben, l'ombre d'Emanuela plane toujours sur Rome. Des gens la reconnaissent dans chaque ado mystérieuse croisée près du Vatican, la presse fait encore des unes dès qu'un nouvel ossement est trouvé. Et la série Netflix a inspiré un paquet de vidéastes à raconter, théoriser, refaire l'enquête à leur sauce. Mais l'essentiel, c'est que l'histoire d'Emanuela a révélé un truc colossal. Même dans les lieux censés être les plus sacrés, les vieux secrets n'aiment pas la lumière. Et tant qu'il y aura des gens pour poser des questions qui dérangent, le Vatican n'arrivera jamais à tourner la page. Chapitre 9. 40 ans plus tard. La légende Emanuela et la quête sans fin. Alors voilà, on y est. Plus de 40 ans après, le visage d'Emanuela Orlandi hante toujours les murs de Rome et les esprits. Sa famille, surtout Pietro, franchement, respect à lui, c'est un vrai guerrier, n'a jamais lâché. Marche après marche, interview après interview, il a réussi à faire en sorte que tout le monde ne l'oublie pas. Aujourd'hui, même une partie des jeunes Italiens qui n'étaient même pas nés en 1983 connaissent son prénom. Ce mystère, c'est devenu une vraie légende nationale. Les Romains en parlent encore en terrasse, les touristes demandent des anecdotes aux guides et chaque fois qu'un scandale éclate au Vatican, ça ressort direct. Et Emanuela, alors? On en est où? C'est le symbole du silence, de la douleur d'une famille, mais surtout d'une énorme soif de vérité qui fait carburer tout un pays. La famille Orlandi continue de tout faire bouger, même au prix de leur tranquillité. Tu le sens, ils ont fait bouger les choses dans un univers où, normalement, rien ne fuite, rien ne change. C'est la magie, ou le cauchemar, du Vatican. Et ce combat, même sans réponse claire, ça inspire.
Tu sens qu'ils se battent autant pour Emanuela que pour toutes les familles qui attendent qu'on éclaire enfin les zones d'ombre. Est-ce qu'on saura un jour le fin mot de l'histoire? Franchement, mystère. Certains pensent que tout sortira d'un coup, d'autres disent que la vérité est trop dérangeante pour être révélée. Mais ce qui est sûr, c'est que grâce à la ténacité de Pietro, des journalistes, et à tous ceux qui ne lâchent rien, la disparition d'Emanuela Orlandi reste un rappel. Parfois, il suffit d'une famille et d'un prénom pour remuer les puissants, mettre à nu les secrets et refuser le silence. Mot de la fin. Voilà frérot, t'as tenu jusqu'au bout de ce roller coaster made in Vatican. Si t'as kiffé cette plongée dans l'un des plus gros mystères d'Italie, n'hésite pas à lâcher ton avis, ta théorie, ou juste un coucou en commentaire. Abonne-toi, active la cloche, partage à ton pote qui adore les histoires cheloues, et rendez-vous très vite pour une nouvelle histoire, encore plus folle. Peace.